nous sommes toujours dans notre paradis vert du jour, le parc de Sceaux, où nous tentons d'oublier toutes ces petites pollutions de notre quotidien. Vous l'avez vu, du pétrole dans nos vernis à ongles. Et à présent, et c'est presque pire, je vais vous parler de traces d'aluminium dans certains produits de notre vie de tous les jours. Ça va du lait infantile jusqu'au dentifrice. Alors pourquoi tout cet aluminium et surtout faut-il s'en inquiéter? C'est notre enquête du jour. Elle est signée Nathalie Gros et Aude Rouault. C'est bien connu, dans un supermarché, on trouve de tout. D'ailleurs, c'est même parfois difficile de tomber sur ce qu'on cherche. Tenez par exemple ici, il est où l'aluminium? Des rouleaux de papier aluminium, vous voulez dire? De l'autre côté, dans le rayon juste derrière. Là où vous avez les ustensiles, les sacs poubelles, etc. Et oui, pour tout le monde, l'aluminium, il est là. Mais en fait, il y en a un peu partout. Discrètement, sans être toujours mentionné sur les étiquettes. Ce métal s'est glissé dans la composition et l'emballage d'énormément de produits du quotidien. Nous avons voulu savoir si notre panier type ne contenait pas trop d'aluminium. La journaliste Virginie Bell, auteure d'une enquête sur le sujet, rend son verdict. Écoutez, en termes de notes concernant la teneur en aluminium, une très mauvaise note, puisque en fait, dans tous ces produits, on retrouve des sels d'aluminium. De la poudre métallique présente dans les saucisses, brioches, fromages ou lait en poudre, et même dans les cosmétiques. Une contamination qui s'explique par le contact entre les emballages en aluminium et les aliments. Ou plus simplement parce que les industriels ajoutent ce produit miracle aux ingrédients. Pour les levures, ça sert d'agent de blanchiment ou de correcteur de pH. Pour certaines autres denrées, comme les denrées en poudre, ça sert d'agent anti-agglomérant. Donc par exemple, pour les laits en poudre, le sel, le sucre. Pour certains autres aliments, ça peut être utilisé comme colorant alimentaire. Là. Dans les déodorants, il sert d'antitranspirant, dans le dentifrice d'agent abrasif, et il permet aussi de rendre l'eau du robinet plus transparente. Bref, l'aluminium est utilisé partout, notamment parce qu'il ne coûte pas très cher. C'est le métal le plus abondant à la surface du globe. Découvert au cours du 19e siècle, il a accompagné le développement de la société de consommation jusqu'à devenir indispensable. Mais depuis les années 70, les scientifiques s'interrogent sur les effets de l'aluminium sur notre organisme. Ce chercheur britannique est le premier à avoir dénoncé sa nocivité. On est parti du principe que l'aluminium pouvait être utilisé partout, sous n'importe quelle forme, et que ça n'entraînerait aucune réaction sur l'organisme. En réalité, c'est le contraire qui se passe. Toutes les expériences que nous avons menées, des modèles animaux aux études sur les humains, montrent que l'aluminium fait du mal. L'aluminium pourrait bien être impliqué dans les maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson. Si sa dangerosité était avérée, les industriels devraient changer leurs recettes. Et notre panier de courses ressemblerait beaucoup moins à cela. Et les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux conséquences sur notre santé de tout cet aluminium. Ils s'intéressent notamment à ces personnes vaccinées contre l'hépatite B, un vaccin dont on sait qu'il contient de l'aluminium et qui se plaignent de certains symptômes. C'est la deuxième étape de notre enquête. Myriam et sa fille Aurélie connaissent par cœur le chemin de ce service de neurologie de l'hôpital Henri Mondor à Paris. Bonjour. Elles s'y rendent très régulièrement depuis bientôt 10 ans. Le professeur Autier les reçoit. Il veut savoir comment évolue leur maladie. Une maladie neuromusculaire encore mal connue des médecins, la myofasciite à macrophages. Comment allez-vous? Doucement, tout douloureuse. Très douloureuse. Oui. Plus ça augmente ou pas? Ça augmente. Myriam est pudique. En réalité, elle et sa fille vivent un calvaire, épuisées par des douleurs musculaires et articulaires intenses. Et quand vous faites des efforts, est-ce que ça limite vos efforts? Ah oui. Est-ce que vous êtes obligé, par exemple... D'arrêter. Ou si je marche, d'arrêter de marcher. Ou ça me bloque. De toute façon, je suis bloquée. Il serait 1 millier en France, peut-être bien plus, à souffrir de cette pathologie. Point commun entre tous ces malades, avoir contracté la myofasciite après s'être fait vacciner contre l'hépatite B à la fin des années 90. C'est le professeur Gérardi qui, le premier, a mis en évidence le lien entre la maladie et le principe actif contenu dans ces vaccins, un adjuvant à base d'aluminium.
Certaines personnes ne l'auraient tout simplement pas supporté. Avant, la plupart des vaccins étaient administrés en une seule dose, alors qu'avec le vaccin contre l'hépatite B, on a injecté 4 doses, puis 3 doses, ce qui donc amenait les patients à avoir probablement un seuil de tolérance franchi quand ils avaient des susceptibilités individuelles, personnelles, à développer une intolérance à l'adjuvant. Aurélie fait partie de ces gens-là. Aujourd'hui, elle marche, mais cela fait 9 ans qu'elle passe plus de temps dans ce fauteuil roulant que sur ses jambes pour se déplacer. Elle avait 11 ans quand elle s'est faite vacciner. Depuis, elle oscille entre phase de rémission et période de profond handicap. Comme maman, je suis aussi malade. Mais moi, j'ai la chance de mon malheur, si je puis dire, c'est que j'ai des jours où je vais super bien. Comme aujourd'hui, où c'est comme si j'étais pas malade. Mais demain, je peux très bien me retrouver en fauteuil ou au lit parce que et ça, je peux pas le gérer, je peux pas le prévoir. C'est du jour au lendemain. C'est du jour au lendemain. Ouais, c'est mes muscles qui font ce qu'ils veulent, quoi. Que je peux pas contrôler mon corps. Aurélie ne peut plus faire de sport et ses résultats scolaires ont chuté. Au collège puis au lycée, elle était souvent seule. Mais elle a tenu bon. À son rythme, elle suit maintenant des études de droit. Myriam résiste moins bien à la maladie. Cette mère de 4 enfants hyperactive a dû renoncer à toutes ses activités. Et le pire, c'est qu'en plus des douleurs, sa mémoire flanche. Ça, c'est effrayant, oui. J'étais au supermarché, puis me dire mais qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert un caddie, des sacs? Je ne savais plus du tout. Ou être assise à table à manger, et puis me dire mince, j'ai pas mis ma ceinture de sécurité, ou des choses comme ça. Et c'est angoissant. 10 ans après la vaccination à l'hépatite B, l'aluminium est toujours dans le corps de Myriam et d'Aurélie. Des médecins avancent même qu'elles en auraient dans le cerveau. Les recherches avancent lentement et en attendant, elles aimeraient voir le principe de précaution s'appliquer. On n'est pas contre les vaccins, mais que l'aluminium soit enlevé. C'est lui qui fait les dégâts. Un souhait réaliste quand on sait que l'aluminium peut être remplacé par d'autres substances dans les vaccins. Alors pourquoi les industriels ne le suppriment-ils pas? Difficile d'obtenir une réponse de leur part. Nous avons contacté le leader mondial des fabricants qui refuse de s'exprimer. On ne souhaitons pas aujourd'hui, sur ce thème-là, donner une position du laboratoire. Ce silence n'étonne pas la journaliste Virginie Bell. Tant que les agences de santé publique, tant que la réglementation n'exigera pas un changement sur cette présence d'aluminium dans les produits, eh bien les industriels d'eux-mêmes ne modifieront pas la composition de leurs produits. Les autorités sanitaires surveillent bien ces vaccins, mais aucune interdiction n'est pour le moment au programme. L'argument est mathématique. Les patients atteints de myofasciite sont trop peu nombreux au regard des bénéficiaires de la vaccination. Jean-Hugues Trouvin travaille à l'Agence française de sécurité sanitaire. On est de l'ordre de 400 à 500 cas rapportés depuis les années 2000 par rapport à des millions, voire peut-être des milliards de doses de vaccins qui ont été administrés à l'ensemble de la population sur le globe. Victimes collatérales de la vaccination, les malades de l'aluminium ont donc peu d'espoir de voir bientôt ce métal toxique retiré des vaccins. Alors peut-on essayer de limiter la présence de l'aluminium dans notre vie quotidienne? Vous allez voir, certaines personnes s'y emploient, des solutions existent dans le secteur des cosmétiques notamment. C'est l'épilogue de notre enquête. Dans la région de Mulhouse, une entreprise de cosmétiques fabrique des déodorants pas comme les autres. Des déodorants sans sel d'aluminium, c'est-à-dire sans ces produits chimiques antitranspirants, pourtant très performants. Comment font-ils pour s'en passer? L'explication se trouve derrière cette porte. Alors ici sont stockées toutes les plantes sèches qui rentrent dans la fabrication de nos produits. Alors on trouve par exemple du trèfle ou des feuilles de bouleau, de la camomille, du calendula ou des fleurs d'arnica. Des plantes, rien que des plantes et pas un seul produit chimique. Voilà le secret de ce déodorant 100% naturel. La sauge régule la transpiration, le thé sert d'antibactérien, la rose et le citron parfument. Mission accomplie.
Enfin, de manière moins prolongée qu'avec les déodorants classiques bourrés d'aluminium. On sait qu'avec des sels d'aluminium, on arrive à revendiquer un effet très long. On sait aussi que sur nos produits, on ne revendique pas un effet de déodorant pendant 24 heures ou 48 heures. Maintenant, rien n'empêche de réappliquer le produit. La marque a su flairer l'air du temps. 20 ans après la naissance de son premier déodorant sans aluminium, la formule est devenue un puissant argument marketing. Et la cible parfaite de ce genre de message, c'est lui, Jacques Maupin, un retraité en guerre contre l'aluminium. Voilà. Ça, à éviter absolument. Le soldat Maupin a développé des tactiques pour échapper à son ennemi. Voilà. Donc moi, je prends systématiquement des bières en bouteille de verre. Même si parfois il doit céder un peu de terrain. Donc sur ce film d'aluminium, il y a un dépôt de crème à chaque fois, ce qui veut dire que l'aluminium a été en contact avec le produit alimentaire. Mais pour un produit comme la crème fraîche qui doit être consommé très très vite, on peut imaginer quand même que la migration sera très très faible. La meilleure arme donc, cela reste de lire les étiquettes. On ne peut pas imaginer que le consommateur moyen va perdre du temps à lire les compositions. Et c'est bien pour ça qu'il peut y avoir un risque de santé publique, c'est évident. Je suis sûr que là-dedans, il y en a plein. Ah bah oui. Une longue bataille est à prévoir pour chasser l'aluminium de notre quotidien. Invisible, efficace, bon marché, ce métal a encore de beaux jours devant lui.